Les fondements culturels du retard de l'Afrique noire, livre de Chanda Tomé, édition L'Harmattan 2009. Conclusion. Le spectacle qu'offre l'Afrique au monde à la fin de la première décennie de l'année 2000 est pitoyable et incite à toutes sortes de réflexions, d'observations et de conclusions. En dépit d'un état des lieux incontestablement lamentable, rien ne semble indiquer que les Africains, dans leur grande majorité, ont une idée exacte des causes profondes du mal. Si les masses rurales pointent facilement du doigt les élites politiques, d'affaires et intellectuelles, elles ne soupçonnent pas un seul instant qu'elles sont, elles aussi, responsables pour être restées attachées à quelques traditions obscurantistes peu propices à l'épanouissement de la société et à l'amélioration pas seulement de leurs conditions d'existence, mais également et surtout de l'expression de leurs droits citoyens et les libertés en général. Les élites intellectuelles, quant à elles, jouent à dribbler les paramètres qui les exposent à une critique sévère pour se réfugier dans l'argumentation trop facile et obsolète du mal venu de l'étranger. Ce qui est fondamentalement en cause dorénavant recouvre une interrogation sincère sur la capacité des Africains à briser les tabous d'une autocritique en règle, pour accepter enfin un inventaire objectif des forces et des faiblesses de leur culture. Continuer de soutenir que l'évolution catastrophique de l'Afrique noire doit quelque chose à quelqu'un d'autre qu'à elle-même, c'est tout simplement abdiquer devant l'urgence d'une reconstruction psychologique et morale. Nous n'allons pas refaire l'histoire, mais nous avons les moyens de sonder, d'interroger, d'interpeller et de corriger, sinon d'adapter notre culture. Culture s'entend ici un état d'être, de faire, de penser, d'organiser, de se présenter et de s'extérioriser qui façonne, conditionne et détermine finalement notre existence. Dans cette optique, il faut écarter des illusionnistes qui font la promotion d'une école dite de la Renaissance de l'Afrique. Il est trop tentant de se fondre dans la moule d'un cadavre pour appeler à une réinvention de la médecine dans l'espoir de redonner vie à des morts. La seule invocation de la Renaissance suppose la validation et l'exploitation de l'étape de la gloire, qu'il reste à trouver, à expliciter substantiellement et à situer dans le temps. Non, nous ne saurions être en quête de renaissance, nous ne pouvons qu'être en quête de réajustement par rapport au mouvement global du monde qui semble nous échapper. Il s'agit de compter en acteurs, en décideurs, en producteurs et en conducteurs dans tous les processus d'expression de l'humanité, et non seulement en consommateurs, en spectateurs en chair à canon, en éternels mendiants, en responsables des plus grandes désolations. L'Africain noir peut-il changer, se défaire de ces lourdes tares, de ces frustrations qui ont marqué et marquent toujours son temps? Toutes les études réalisées sur l'Asie aboutissent aujourd'hui à fonder, sans aucune contestation possible, ces mutations positives successives à des traditions culturelles solides. Nous n'étions pas si loin ou si différents les uns des autres, mais nous sommes dorénavant si loin et si différents les uns des autres. L'Asie était si loin et si différente de l'Occident, mais elle est dorénavant si proche et si considérée par l'Occident. Faudrait-il donc définitivement désespérer pour l'Afrique noire? Si tant est que le mal ressort d'une culture aux antipodes du progrès universel, la réponse n'appartient plus à notre génération. C'est aux prochaines générations qu'il reviendra de statuer. Mais quoi qu'il en soit, l'Afrique noire a un grave problème d'identité, de projection et d'intégration dans le monde moderne, dont les fondements sont incontestablement culturels. Et si c'est aux prochaines générations qu'il appartient sans doute seulement, d'apporter quelques réponses à des interrogations vives d'aujourd'hui, il est encore plus incontestable que la génération d'intellectuels et de dirigeants noirs actuels ne peut pas se contenter d'analyser, de sonder, de diagnostiquer et d'exposer le problème ou les problèmes du continent. Chaque génération a pour elle la mission de contribuer à l'avancement des sciences, à la modernisation de la société humaine et à l'amélioration subséquente des conditions d'existence des gens. Une telle approche dynamique du rôle et de la place des générations dans l'histoire implique un courage de la dénonciation, de la contestation, de la proposition et de la révolution. Certes, les révolutions ont un coût, celui des tas de cadavres et des montagnes de destruction, mais il relèverait d'une insoutenable et d'une haute trahison si nous ne prononcions pas instantanément contre la peste des régimes politiques sales, des présidences à vie, des élites corrompues, des relations injustes d'exploitation avec les anciennes métropoles et des projets de reconversion de républiques dictatoriales en monarchies sauvages ou, comme au Togo, des fils nourris par les mamelles
d'un des plus sanguinaires dictateurs du continent, se dispute le pouvoir en plein jour et aux grandes dames d'une population anesthésiée. Il faut croire, en dépit de quelques marges de respectabilité et de courtoisie pour l'espèce humaine, que l'Afrique s'assombrit chaque jour un peu plus par des pratiques qu'aucune civilisation, aucune tradition culturelle, ni aucune logique politique ne tolérerait. L'Europe aurait-elle pu accepter de voir siéger dans une assemblée du peuple le fils d'un sanguinaire, à l'instar de M. Zanga Mobutu au Congo démocratique? Nous ne sommes ni dans une logique de pardon institutionnel, ni dans une consécration de la puissance des stratégies de survie politique. Ce que le triomphe public des rejetons des dictateurs signifie ici et là, au sud du Sahara, c'est la profonde faille existant dans la traduction culturelle de notre échec général face aux exigences de la conscience des classes antagonistes et des intérêts divergents entre les familles de ceux qui dirigent et oppressent et les familles de ceux qui sont dirigés et oppressés. Si les certitudes de notre défaillance globale naissent des avatars de notre culture, les tentations de pérennisation des dictatures, elles, résultent de notre démission collective et de notre passivité chronique. La somme de ces deux négations induit, dans une relation étroite et intime, relation dialectique, notre défaite. Ce n'est ni la faute d'un demi-millénaire d'esclavage, ni la faute d'un siècle de colonisation, ni la faute du néocolonialisme et de l'impérialisme. L'Afrique noire est congénitalement malade, indolente.